Référendum en Côte d'Ivoire. Le dépouillement a débuté dans la nuit. Les résultats attendus d'ici à mardi. Au Bénin, l'honorable Dafet Sossou convie ses pairs à voter le budget de l'État auquel il vit trouver un sens. Pour parler au Venezuela, Nicolas Maduro et l'opposition engagent le dialogue. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur SICA. Référendum sur une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. 6,3 millions d'Ivoiriens étaient appelés aux urnes dimanche. Après le vote, place au dépouillement. Et selon les premiers chiffres, le taux d'abstention est en passe d'être important. Le référendum sur une nouvelle constitution pour lequel 6,3 millions d'Ivoiriens étaient appelés aux urnes ce dimanche a été émaillé d'incidents dans des bureaux de vote à travers le pays. À Yopougon, réputé pro-opposition, une cinquantaine de jeunes ont bloqué une rue avant que 3 d'entre eux ne vandalisent les 9 bureaux de l'école Psychologie 2 marché. Mais les autorités assurent toutefois que le processus s'est bien déroulé dans l'ensemble. Alors que le dépouillement a commencé, l'opposition estime que le taux de participation a été très faible alors qu'il n'est pas possible pour le moment de vérifier ces affirmations. Les chiffres en notre possession indiquent que le taux global de participation à cette élection se situe entre 6 et 7% sur l'ensemble du territoire national. Pour nous, c'est un succès éclatant du mot d'ordre de boycott que nous avons lancé. Pour nous, c'est un désaveu cinglant que les Ivoiriens viennent d'infliger à M. Alassane Ouattara. Il y a donc 2 options qui s'offrent à M. Alassane Ouattara. Soit le retrait pur et simple du texte désavoué par les Ivoiriens, soit la démission, parce qu'il est l'objet d'un désaveu cinglant de la part de nos compatriotes. L'opposition avait en effet appelé au boycott du scrutin, reprochant au pouvoir de ne pas avoir consulté ni l'opposition ni la société civile, ainsi que de vouloir faire passer le projet à la sauvette avec une campagne de 7 jours et une diffusion faible d'un test qu'elle qualifie de monarchique et rétrograde. Si les bureaux avaient presque tous fermé, la compilation des résultats ne devrait être connue que lundi ou mardi, selon la commission électorale indépendante. Au mois de septembre dernier, Alpha Condé, le président guinéen, a reçu Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition, pour lancer le dialogue politique en Guinée. De passage au Sénégal pour la France, Cellou Dalein Diallo est revenu sur ces pourparlers qui ont permis d'aplanir les divergences entre majorité et opposition sur plusieurs questions relatives à la situation politique, économique et sociale du pays. Cellou Dalein Diallo au micro de notre correspondant au Sénégal, Tchèque Berthe. Les dialogues se répètent, mais ce dialogue-là a ceci de particulier, c'est que nous avons obtenu l'engagement du président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, de veiller à l'application des décisions du dialogue. Il y avait des revendications pour lesquelles nous avons organisé plusieurs manifestations de rue, mais d'abord l'application des décisions de dialogue intérieur. Nous avons obtenu son engagement à veiller sur cette application. Et ça concernait l'indemnisation des victimes de nos manifestations. Il faut rappeler qu'il y a eu plus de 70 militants de l'opposition qui ont été abattus à bout portant par les forces de défense et de sécurité. Il n'y a eu aucune enquête et aucune sanction administrative, même administrative, à l'endroit de ces agents de forces de défense et de sécurité. Donc nous avons obtenu l'engagement du gouvernement non seulement de diligenter les enquêtes, mais d'indemniser les victimes de ces violences. Ensuite, il y avait la question de la CENI qui s'est avérée incompétente, qui s'est montrée incompétente face à sa mission d'organiser des élections équitables, libres et transparentes. Donc nous avons obtenu que cette CENI soit réformée à la prochaine session des lois.
En Guinée, les cours reprennent ce lundi dans les universités privées du pays. Ces dernières avaient fermé leurs portes suite à un contentieux financier qui les opposait au gouvernement guinéen. Ceci pour réclamer des autorités du pays le paiement des arriérés de scolarité des étudiants inscrits au compte de l'État. Selon donc El Hadji Thierno Moussa Diallo, qui est le secrétaire général de la Chambre de l'enseignement supérieur privé de la Guinée, 80% des revenus des établissements privés du pays dépendent des bourses envoyées par l'État. Cette fois-ci, rendons-nous en République centrafricaine. Le PK5, dernier quartier musulman de la capitale Bangui, a été dimanche le théâtre de violents affrontements entre milices rivales. Eh bien, il faut dire que les heurts auraient fait 3 morts et quelques blessés par balles perdues parmi les populations civiles. Les populations du quartier qui vivent dans la peur sont restées terrées donc dans leur domicile. Les affrontements sont intervenus le jour même de la fin de l'opération Sangaris, qui aura mis fin aux tueries de masse en Centrafrique, mais sans parvenir à neutraliser les bandes armées qui terrorisent la population. Au Bénin, le deuxième secrétaire parlementaire, l'honorable Dakpe Sossou, s'est prononcé sur le projet de budget exercice 2017 du gouvernement. Selon l'élu du peuple, ce budget de plus de 2000 milliards proposé par le gouvernement est ambitieux mais réaliste. Le budget 2017 de l'État comporte des points attractifs dans sa forme que dans son fond, dira l'honorable Dakpe Sossou. Pour le deuxième secrétaire parlementaire, les innovations du projet de budget sont aussi l'ouverture au partenariat public-privé et surtout, pour la première fois depuis 1960, le dépassement des prévisions d'investissement par rapport à celles des dépenses. Je suis particulièrement ému de la vision du gouvernement. Les ambitions que décrit cette loi de finances me donnent l'assurance d'un Bénin prospère et cette fois-ci véritablement sur le chemin émergent. C'est un budget ambitieux, courageux, pertinent, réaliste et réalisable. Toutefois, pour sa mise en œuvre, ce projet doit requérir l'assentiment des honorables députés. Ceci passe par le vote de la loi au cours de la deuxième section ordinaire de l'Assemblée nationale, déjà en cours. La représentation nationale devra donc jouer la partition qui est la sienne, celle d'examiner et de voter le projet de loi des finances de gestion 2017 afin de permettre au gouvernement d'aller à l'affront de la recherche de financement pour la concrétisation de cette vision noble qui s'y cache. Au cours de cette rencontre, l'honorable Dakpe Sossou, toujours soucieux du bien-être de sa population, n'a pas occulté la question de la carte universitaire et celle de la réalisation des infrastructures routières dans sa circonscription électorale. Début des pourparlers au Venezuela. Le président vénézuélien Nicolás Maduro et des représentants de l'opposition ont entamé dimanche un dialogue pour essayer d'enrayer la crise politique que traverse le pays. Réunis autour d'une même table, le gouvernement vénézuélien et l'opposition ont entamé les pourparlers. Et ce, après près d'un an de tensions et de blocages institutionnels. Le dialogue s'est ouvert dans la soirée de ce dimanche dans un musée des environs de Caracas. Le Vatican et l'Union des Nations sud-américaines en sont les médiateurs. Dès le début de ce processus, je vous demande au nom du pape François de réussir à trouver un terrain d'entente pour rendre ces discussions crédibles, faire des gestes concrets et faire preuve de bonne volonté. Ces pourparlers interviennent au moment où l'opposition de centre-droit cherche à faire partir le président Nicolás Maduro. À l'ouverture du dialogue, Nicolás Maduro a exprimé son engagement à y participer. Je tiens à remercier le pape François et son représentant, comme je l'ai fait il y a quelques jours à Rome, et à exprimer mon engagement absolu en tant que président de la République et leader du mouvement révolutionnaire bolivarien du Venezuela dans ce processus de dialogue. Le président Nicolás Maduro a menacé de faire arrêter les dirigeants de l'opposition si un processus de destitution était engagé contre lui au Parlement, comme prévu cette semaine.
Pour sa part, l'opposition a appelé à une marche pacifique jeudi prochain vers le palais présidentiel de Miraflores, un lieu hautement symbolique. Nouveau séisme en Italie. Dimanche, un séisme de magnitude 6,6 a frappé le centre du pays. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés, mais pas de pertes en vies humaines selon la protection civile. L'Italie de nouveau frappée par un séisme de magnitude 6,6, le plus puissant qu'elle a enregistré depuis 1980. Ce nouveau séisme s'est produit 4 jours après 2 séismes dans la même région. L'épicentre de ce dernier était situé dans le centre de l'Italie, à 6 km au nord de la ville de Norcia. Le séisme a provoqué de nombreuses destructions, dont notamment la célèbre basilique San Benedetto de Norcia. La protection civile dit n'avoir enregistré aucune perte en vies humaines. Le Premier ministre Matteo Renzi s'est prononcé après le drame. Naturellement, nous ressentons une douleur, une fatigue et un stress immense, mais qui ne doivent pas se transformer en résignation. Nous reconstruirons tout, les maisons, les églises et les magasins. Nous parlons d'un territoire magnifique. Nous parlons d'un territoire dont la beauté est un point fondamental de notre identité territoriale. E della capacità di accoglienza il punto fondamentale della loro identità territoriale. Des experts ont procédé à des vérifications sur les principales basiliques romaines, dont Saint-Pierre au Vatican. Le pape François a fait part de sa proximité aux populations touchées. Le Quirinal, palais présidentiel, a suspendu les visites du public pour procéder à des contrôles. La protection civile a quant à elle invité la population à ne pas prendre les routes menant vers la zone touchée. Une mesure visant à faciliter le déplacement des forces de l'ordre et des secours. Une nouvelle fraîche à présent, le Liban sort enfin de 29 mois de vide institutionnel. En fait, Michel Aoun est devenu ce lundi le 13e président du Liban depuis l'indépendance. 26 années après en avoir été chassé par l'armée syrienne, cet ex-général âgé de 81 ans regagne grâce à son opiniâtreté le palais présidentiel de Babda pour un mandat de 6 années non renouvelables. Il devient le 3e général à accéder à la magistrature suprême au Liban. Pour y parvenir, Aoun a reçu donc l'appui inopiné de 2 de ses adversaires politiques, le chef chrétien des forces libanaises, Samir Djadja, et l'ex-premier ministre sunnite, Saad Hariri, tous deux hostiles au président syrien Bachar al-Assad et à ses alliés libanais du Hezbollah. Ce sera donc la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Ravi de vous l'avoir présenté. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite. Au revoir.